J'ai accompli 2 tours du monde en solitaire, sans escale, dans le Vendée Globe. Et j'ai eu l'occasion, surtout sur mon premier Vendée Globe, en 96, il y a eu des tempêtes monumentales, de voir une expression de la puissance phénoménale de la nature et des éléments. Quand vous êtes dans les mers du Sud qui ne sont arrêtées par aucun continent, etc., vous avez une amplitude de la houle qui est monumentale et vous vous sentez tellement petit. Tellement petit. Et vous dites que de toute façon, vous n'avez pas l'impression d'avoir été conçu pour être là. Et vous vous dites, mais je ne peux pas lutter contre les éléments. Il faut que j'apprenne à composer avec les éléments. Si le risque arrive, eh bien, il faut pouvoir y répondre et ployer comme le roseau. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir composer avec. Si je veux composer avec, dans le cas de la tempête Xynthia, eh bien, plutôt que d'ériger des digues, je vais dire, écoutez, je pense qu'il est raisonnable de reculer, de laisser des zones humides et de laisser la mer envahir la terre. L'historien est en mesure d'exposer, de présenter des modèles d'adaptation. Le terme est très à la mode aujourd'hui, aussi bien chez les décideurs politiques que chez les climatologues. Autrefois, on ne parlait pas d'adaptation, mais de fait, les gens s'adaptaient. Alors, l'histoire peut apporter des expériences, indiscutablement. Expériences pour les littoraux, en montrant par exemple que sur les littoraux, la première zone au contact de la mer était généralement une zone d'expansion des crues, si les inondations étaient provoquées en amont, ou au contraire, jouait le rôle d'éponge, c'est ce qu'on appelle les milieux humides, en cas de vagues trop fortes, de forts coefficients de marée, etc. Mais ces milieux n'étaient pas perdus pour autant. C'était des zones, par exemple, d'élevage extensif. Aujourd'hui, ils pourraient parfaitement être convertis en zones naturel, à fort attrait touristique. C'est ce que font les Hollandais aujourd'hui. Ils renoncent à l'endiguement massif. C'est vrai qu'ils avaient survécu une catastrophe en 1953. Ils ont dit on va défier la mer et on va fermer le pays avec une espèce de ligne Maginot, une fortification permanente. Et aujourd'hui, ils commencent à mesurer les effets pervers, donc une dégradation de la naturalité, des phénomènes de pollution de plus en plus importants. Et ils décident de faire des brèches et d'accepter l'invasion de la mer, des eaux, très régulièrement sur des terres. En contrepartie, ils accompagnent ça par le développement d'un tourisme naturaliste et cela fonctionne visiblement, mais sur le plan financier, extrêmement bien et visiblement, ça ne suscite pas d'opposition de la part des populations locales. La question de l'adaptation aux impacts est une question délicate, à la fois parce que l'adaptation peut prendre des formes très très diverses. Certaines formes d'adaptation s'opèrent au niveau individuel. Par exemple, on a des populations qui vont décider de migrer, pas parce qu'elles ont échoué à s'adapter aux impacts du changement climatique, mais précisément parce que c'est pour elles une manière de s'adapter aux impacts du changement climatique. On a des formes d'adaptation qui peuvent prendre des formes plus collectives, par exemple. On imagine, par exemple, des mécanismes de micro-assurance, notamment entre communautés d'agriculteurs pour faire face à de mauvaises récoltes. Et puis certaines décisions d'adaptation doivent passer par le plan national. Par exemple, des projets d'infrastructures assez lourds, un renforcement de digues, par exemple, ou de systèmes d'irrigation, qui demandent des financements beaucoup plus importants et des infrastructures beaucoup plus importantes. Tous ces projets d'adaptation devront bien sûr recevoir des financements et des financements internationaux. Et aujourd'hui, l'adaptation s'est imposée comme une des questions clés dans les négociations internationales et aussi comme une contrepartie d'un engagement des pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Notre problème, c'est qu'il y a énormément d'urbanisation. Chaque jour, il y a les gens qui viennent aux villes. Donc, le plus grand challenge à niveau macro, c'est comment faire agrandir les villes dans les banlieues, telles qu'on peut diminuer les pollutions causées avec les corridors de transport. Okay? Ça, c'est une chose. Deuxième chose est que les gens ont plus haut risque sur tous les côtés. Comment on peut trouver les autres habitats pour eux, tels qu'ils sont en sécurité, s'il y a une montée de la mer? Donc, à niveau macro, il faut bouger les gens et il faut répondre aux aspirations de gens qui viennent dans les grandes villes parce que les infrastructures ne tiennent pas.
il faut donner toutes les choses de base. OK? Et après, ce n'est pas que les gouvernements de faire ça. Toutes les entreprises peuvent diminuer leur empreinte carbone. Tout le monde doit gérer et il faut qu'on porte cette burden, c'est-à-dire cette poids de changement et adaptation au changement climatique. On ne doit pas mettre toutes les responsabilités sur les dos des pauvres. On sait que si on poursuit les trajectoires actuelles d'émissions, à la fin de ce siècle, nous risquons d'être entre une hausse moyenne du niveau de la mer comprise entre 60 cm et 1 mètre. 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer, qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie? Aujourd'hui, dans le monde, vous avez à peu près la moitié de la population qui est sur des zones littorales. En Asie, vous avez 350 millions de personnes qui habitent sur des deltas. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de mesurer le coût que représenterait pour la société cette hausse du niveau de la mer. Et les coûts sont de différentes natures. Vous avez d'abord des coûts qui sont des pertes de production. Le premier effet du niveau de la mer, c'est de saliniser les sols, d'où des pertes énormes de production agricole potentielle. Il faut mesurer ces coûts. Le deuxième point, c'est que si on veut se protéger contre l'augmentation du niveau de la mer, si on veut s'adapter à cet impact du climat, il faut construire des digues, il faut organiser différemment la société. Ça coûte de l'argent, ça peut coûter très cher. Imaginez, Manhattan est dans sa plus grande partie à moins de 1 mètre du niveau de la mer. Vous imaginez ce que coûterait de protéger Manhattan contre une hausse de 1 mètre du niveau de la mer? Et puis, si on est réaliste, on voit bien que cette augmentation de la hausse du niveau de la mer va générer des migrations. Et ces migrations auront un coût, car ce seront des migrations pas du tout choisies, ce seront des migrations obligées. Donc le premier boulot des économistes, c'est d'essayer de mesurer, d'évaluer le coût futur des dommages climatiques. Les mesures préconisées ne peuvent qu'apporter bonne chose à la planète. Je veux dire, réduire nos émissions de gaz à effet de serre en remaniant les territoires, etc. Si on le fait véritablement, c'est un avenir. Il y a un avenir plutôt radieux qu'on offre à nos enfants et aux sociétés et aux générations futures, indiscutablement. Donc l'historien prendra du recul par rapport à ce changement climatique, mais dans le même temps, il considérera que c'est un horizon assez prometteur, mais à une condition, c'est qu'on replace ce changement climatique à l'échelle des sociétés locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a une multitude de solutions qui passent par quoi? Une forme de décentralisation de l'adaptation. Quand je dis décentralisation, c'est-à-dire décentralisation à l'échelle pratiquement de la communauté, de la province, et ainsi de suite. C'est seulement en tenant compte des réalités locales et de l'expérience locale, voire en leur montrant les erreurs qui ont pu être commises il y a 20 ans, 30 ans dans le cadre d'aménagement, que le message pourra passer et qu'on pourra véritablement appliquer des mesures concrètes.